suis Mireille Partiot. J'habite maintenant dans une résidence senior parce que j'ai 92 ans bientôt. Trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Qu'est-ce que la liberté signifiait pour vous quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, la liberté, pratiquement, je ne la connaissais pas. Parce que les femmes, à l'époque, étaient très surveillées. Les jeunes filles, déjà, étaient très surveillées par leurs parents. Et les lois faisaient que nous n'étions pas libres. Quand je me suis mariée, il a fallu que je demande une autorisation à mon mari pour ouvrir un compte en banque. Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas de compte en banque si elles s'en décidaient seules. Quand je me suis mariée, mon père m'a interdit, entre le mariage civil et le mariage religieux, de sortir avec mon fiancé qui était déjà mon mari civilement. C'était l'exemple que tout le monde trouvait normal, personne ne protestait contre ces choses-là. On vivait avec des règles qui nous avaient été toujours imposées et on les subissait, quoi. Comment à l'époque vous viviez cette différence de liberté entre les hommes et les femmes? Est-ce que ça vous touchait? Ça ne faisait pas plaisir, bien sûr, mais c'était tellement dans les mœurs, on n'y pensait même pas. Alors il y a eu quand même des femmes qui se sont soulevées et qui ont commencé à agiter cette question. À ce moment-là, ma génération les a suivies favorablement. On se rendait bien compte que ça n'était pas agréable de vivre de cette manière que nous connaissions. On ressentait une injustice. Quels étaient les principaux obstacles à la liberté quand vous étiez jeune? Jusqu'au mariage à 21, eh bien, je ne faisais rien sans l'autorisation de mes parents. Maintenant, on voit des jeunes qui vont, qui viennent, qui sortent le soir. Moi, il me fallait vraiment que mes parents soient d'accord pour que je puisse sortir. On avait une obéissance qui était due de force, de toute manière. C'était dans les règles de l'époque. Finalement, on n'en souffrait pas puisque tout le monde était comme ça. On a pu se libérer un petit peu, on a été très heureux. Ce qui a beaucoup libéré les jeunes filles et les femmes, quand même cette loi avec l'autorisation de la pilule, ça a libéré un peu tout le monde. Alors je crois, pour l'excuse des parents, qu'ils avaient tellement peur que leur fille tombe enceinte, que de ce fait-là, eux aussi se sentaient obligés d'être avec des règles draconiennes, qu'elles ne sortent pas seules le soir avec un fiancé. Il ne faut pas trop en vouloir aux parents qui étaient sévères, parce que ça devait être un peu pour ça, je pense. Est-ce que vous pouvez détailler cette période de libéralisation de la contraception, notamment? Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont les personnes ont accepté ou pas? C'est-à-dire que quand Simone Veil, à la Chambre des députés, a commencé à évoquer ça, toute la France féminine était derrière elle. Moi, à l'époque, j'étais mariée, donc j'avais eu ma première fille. Je me sentais moins concernée. Ça libérait les mœurs, peut-être même un peu trop, parce que souvent les peuples sont comme ça. Quand ils obtiennent quelque chose, après, il faut se méfier de l'excès. Mais bon, chacun doit faire en fonction de ce qu'il pense bien, et puis c'est tout. Cette période-là a vraiment été un déclencheur? Ah oui, ça a été un déclencheur. Mais avant, il y avait déjà eu des progrès quand même par rapport aux femmes, parce qu'elles ont eu le droit de voter en 1944. Il a fallu attendre 1944 pour pouvoir voter. Il y avait déjà eu ça, c'était déjà un acquis. Et vous vous rappelez de cette époque et de l'émulation que ça a créée au sein de la société? Finalement, il y en avait qui se sentaient plus ou moins concernés quand même, parce qu'elles disent la politique, les hommes ont eu l'habitude d'en faire, mais nous pas, alors restons tranquilles dans notre coin, on n'a pas à donner notre avis, notre mari va voter pour ça. Peut-être qu'elles ne se sentaient pas légitimes de Elles le ne faire. se sentaient pas tellement concernées, ça venait aussi brusquement chez certaines. Après, c'est passé dans les mœurs, heureusement, peu à peu, mais comme tout acquis, il y en avait que ça surprenait finalement.
Ce qui me choque quelquefois, justement, c'est l'abus que les gens font de la liberté. Et notamment, bon, c'est pas parce que je suis très âgée que je dis ça, mais les jeunes qui ne se rendent pas compte, qui n'ont pas d'expérience, quelquefois abusent de cette liberté. Et probablement que quand nous étions jeunes, nous étions pareils, mais dans un autre sens, puisqu'il n'y avait pas tout ce qui existe maintenant. Maintenant, avec les ordinateurs, tous les appareils que les jeunes ont dans les mains, faire pas mal de choses avec, du bien, mais du mal aussi, parce que comme toute chose, il y a toujours le revers de la médaille. Ils arrivent dans les réseaux sociaux à dire n'importe quoi. Donc vous pensez que la technologie a particulièrement influé la liberté des jeunes aujourd'hui? Bah, peut-être quand même, parce qu'ils communiquent plus facilement. Avec l'intelligence artificielle, on va voir ce que ça donne. Ils vont peut-être même avoir des surprises. Moi, je me sens libre. Je suis venue ici parce que j'ai eu envie d'y venir. Tout le monde peut être libre, finalement. On peut faire à peu près ce qu'on veut, du moment qu'on le fait légalement et dans le cadre des lois, c'est tout. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui concernant la liberté? Concernant la liberté, eh bien, je vous dis de ne pas en abuser et de l'utiliser puisqu'ils ont la chance de l'avoir. Un dernier mot à nous partager sur ce sujet-là de la liberté, peut-être relié à votre enfance? Il y a une grande différence parce qu'il y a des lois qui sont sorties et qui ont libéré les femmes. Peut-être qu'un garçon ne dirait pas la même chose, un homme ne dirait pas la même chose forcément parce qu'il n'a pas eu ces contraintes dans sa jeunesse. Un homme de mon âge n'a pas eu certaines contraintes que je vous ai signalées tant que les lois n'ont pas autorisé à faire le contraire de ce qui se faisait. Du moment qu'on n'en abuse pas. Et vous auriez aimé naître à notre époque? Je dirais que pas forcément, parce que je suis inquiète, moi, pour les jeunes actuellement. On voit beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y en a qui n'ont pas de travail, il y en a qui n'ont pas de logement. Ils ne sont pas plus gâtés que nous, finalement. Et pourtant, vous avez vécu la guerre et pas nous. Oui, mais enfin, bon, elle a duré quelques années, mais après, ça a été fini. L'après-guerre, il y avait une certaine euphorie. On reconstruisait grâce au plan Marshall, puisque ça a permis à la France de reconstruire tout ce qui avait été démoli. Alors, il y avait une certaine euphorie à cause de ça. Et les peuples oublient la guerre, la plupart des gens, sauf ceux naturellement qui avaient perdu quelqu'un, des prisonniers qui n'étaient pas revenus. Mais les autres personnes seraient adaptées à nouveau à une vie normale. Que le territoire français serait totalement occupé. Vous avez vécu la guerre? Oui, alors la guerre, moi j'avais 7 ans en 1939, j'avais 13 ans quand la guerre s'est terminée, donc je me rappelle très bien de ce qui se passait parce que j'ai été à Paris. Et alors, ce qu'il y avait, c'est que quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup les Matal et les oranges. Avant 7 ans, je me serais nourrie des Matal et d'oranges. Les petits-enfants ont comme ça des goûts et des manies. Et alors, quand la guerre est arrivée, moi, à 7 ans, ce qui me privait, c'est de ne plus avoir d'oranges, plus avoir des Matal, parce que de toute façon, tout ce qu'il y avait alimentaire, les Allemands qui occupaient Paris les réquisitionnaient, et nous, on avait les restes. Il y avait de longues queues devant les magasins le matin, et puis on nous avait distribué des tickets pour avoir droit à attendre un gramme de pain, ou un autre jour un demi-kilo de lentilles, enfin des choses comme ça. J'avais plus des Matal, j'avais plus d'oranges. Alors pour un enfant de 7 ans, voilà la constatation de la guerre à l'époque. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que ça se passait autrement, parce que j'ai assisté après. Alors Paris n'était pas bombardé par les Allemands, mais quand les Américains ont voulu libérer la France, ils ont bombardé certains points quand même, qui étaient des points stratégiques de Paris. Il y avait les usines Citroën là au quai de Javel,
Et alors, à ce moment-là, il y a eu quelques bombardements. Et moi, je me rappelle que mes parents habitaient avenue Mozart. Et je me souviens avoir aperçu des soldats accrochés au parachute, hein, des Américains qui se projetaient de l'avion qui venait d'être enflammé. Les enfants de mon époque, à ce moment-là, vous savez, n'avaient pas une vie très gaie, quand même. Après, il y a eu la libération de Paris. J'ai vu l'armée Leclerc remonter l'avenue Mozart. C'était l'euphorie. Ça a été dur quand même. Pour faire mes devoirs, j'avais une lampe à pétrole parce qu'il y avait des coupures d'électricité. Alors je faisais mes devoirs à la lampe à pétrole. Ça n'était pas une jeunesse normale pour des enfants entre 7 et 12 ans. Et malgré votre jeune âge, est-ce que vous vous souvenez avoir ressenti une certaine tristesse? Ah oui, parce que et puis on entendait toujours les adultes qui parlaient de ça et on les entendait signaler qu'un tel était mort, un tel avait été arrêté, un tel avait été tué. Il y avait des résistants qui tous les jours étaient pris ou tués ou arrêtés. Hein. Alors on en entendait parler, les conversations, oui, mais c'était pas la mode. Dans le Figaro, il n'y avait pas la mode. Tant de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait dans votre vie? Alors, ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis mariée. Et mon mari m'a dit une chose, parce que lui, il était assez évolué. Il m'a dit, je veux te donner ta liberté. Donc, je me suis dit, il est très compréhensif. Ça veut dire quoi, te donner ta liberté? Parce qu'il savait que mes parents m'élevaient de façon très rigide et très sévère. Ça l'avait dérangé intellectuellement et il n'était pas de ce genre d'idée. Je dirais qu'il était d'avant-garde pour l'époque. Aussitôt marié, il m'a dit, tiens, je signe et tu peux ouvrir un compte en banque, tu peux faire ce que tu veux. Bon, 1 an après mon mariage, j'ai eu une petite fille et j'avais commencé à travailler parce que j'avais fait, après le bac, une école d'attaché de direction. Quand j'ai eu ma petite fille, c'était justement la période où il n'y avait pas encore tellement de crèches comme maintenant. Il était difficile de donner un enfant à garder. Et les mères, en général, elles s'arrêtaient de travailler comme la plupart le faisaient. Elles s'arrêtaient de travailler et elles élevaient leurs enfants. C'est ce qui m'est incombé, avec plaisir, parce que finalement, je préférais aussi élever mes enfants moi-même, ne laisser ce soin à personne, et puis les voir grandir. Et après, quand elles ont été assez grandes, j'ai voulu quand même m'attacher à quelque chose, ne pas rester à la maison à faire uniquement le repas du soir. Je me suis dirigée vers une association. C'était l'Accueil des villes françaises. Il y en a un petit peu partout dans le monde et en France. Et c'est une association dans laquelle on organise des sorties, des visites culturelles, de la gymnastique, des randonnées, des sorties au cinéma, des sorties au théâtre, enfin beaucoup de choses. Et ça m'a intéressée. Je me suis adressée à celle du 16e puisque j'habitais là. Au bout de 2 ans, la présidente partait et on m'a demandé de reprendre la place. Alors je suis donc devenue présidente de l'Accueil des villes françaises. Partant de là, j'avais des relations avec la mairie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'occuper aussi de actions quand on demande aux uns ou aux autres de participer à quelque chose. Je me présentais. J'étais remarquée par ces messieurs de la mairie et on m'a demandé un jour si ça m'intéressait de m'occuper d'un quartier à titre de la voirie et d'être conseiller d'arrondissement. Ce que j'ai fait parce que c'était intéressant. Et alors je me suis retrouvée finalement dans le cycle du travail parce qu'après je suis devenue présidente de la Maison des associations. Là, j'étais prise à temps complet, comme si j'étais allée travailler
dans une entreprise qui m'appartenait. Je louais des salles, j'organisais des événements et c'était très intéressant. Ensuite, j'étais dans une autre association qui s'appelle pour la sauvegarde du Paris historique. Puis la Société historique d'Auteuil et de Passy, où je suis encore au bureau. Et après, le vieillissant et ayant des souvenirs de guerre, justement, je suis rentrée à l'Association des anciens combattants du 16e. Alors tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et finalement, pendant 40 ans, c'était bénévolement que je travaillais, mais j'ai fait du temps complet. Et vous pouvez nous partager une fierté que vous avez mis en place, par exemple, au sein du 16e arrondissement? J'ai des satisfactions parce que d'abord, je connais beaucoup de monde. Et apparemment, les gens sont tous très sympathiques avec moi. Je leur ai rendu des services. Enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir justement à être entourée de gens qui me croisent dans la rue et qui me disent bonjour. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous? J'aime bien être aimée, être appréciée. J'ai travaillé, mais je vous dis, en retour, j'ai eu le sentiment de plaire. Et on ne peut pas être indifférent à ce sentiment. Bien sûr. C'est ça la satisfaction du bénévolat. Est-ce que vous pourriez me parler de votre amour? Mon mari, je l'ai rencontré à un dîner. Un dîner auquel nous avons parlé, et il était mon voisin de table, et nous avons parlé musique. Nous avions des auteurs préférés qui se rapprochaient l'un de l'autre. Alors c'était déjà un point d'accord. Et alors moi, ce qui m'inquiétait beaucoup quand j'étais jeune, je disais, je ne veux surtout pas plus tard d'un mari qui regarde des matchs le dimanche après-midi. Je vais commencer à lui parler sport pour savoir si ça l'intéressait. Et il m'a dit que non, il ne regardait pas de match. Alors je me suis dit, celui-là, il est bien. Et on s'est revus après. Ayant beaucoup de goût commun, justement, ça nous a rapprochés. On s'est fiancés et puis on s'est mariés. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager aux plus jeunes qui vous regardent? Les plus jeunes qui me regardent, surtout qu'ils s'intéressent à quelque chose, que ce soit n'importe quoi, parce qu'il y a une diversité dans les occupations, mais surtout qu'ils s'intéressent à quelque chose, parce que dans la vie, c'est quand même un bâton de vieillesse de pouvoir s'appuyer sur une chose qu'on a aimée ou qu'on a faite et la continuer.